Bonsoir tout le monde. Alors mon dernier cours va porter sur l'asthme bronchique. Alors les objectifs de notre cours, c'est tout d'abord situer l'ampleur de l'asthme par rapport aux autres maladies immunoallergiques, savoir définir un asthme bronchique et le différencier des autres pathologies obstructives, chroniques, décrire ces mécanismes physiopathologiques et situer le rôle de l'environnement dans la survenue de cette pathologie, notamment l'asthme allergique, établir un diagnostic positif grâce à des critères, évaluer le contrôle de notre asthme et connaître les principales thérapeutiques utilisées pour traiter. Alors voilà le plan que nous allons suivre. Et nous allons commencer par une définition. Alors, c'est quoi l'asthme? C'est une maladie chronique. C'est pas parce qu'on n'a plus de crise que la maladie a disparu. Donc, c'est une maladie chronique, inflammatoire des voies aériennes. Alors, comment va faire cette inflammation? Eh bien, elle va rendre les voies aériennes sensibles, c'est-à-dire hyper réactives, c'est-à-dire elles vont être fragiles, sensibles lorsqu'il y a une exposition à des stimuli. Alors, il peut s'agir d'allergènes, une simple exposition à des irritants chimiques, domestiques, à la fumée du tabac, l'air froid ou à l'exercice. Alors, cette fragilisation de ces voies aériennes inférieures va être responsable d'épisodes récidivants, c'est-à-dire qui vont se répéter dans le temps, de toux, de sifflements et de dyspnée ou de difficultés respiratoires. Donc, ces voies aériennes, quand elles vont être exposées à ces différents stimuli, comment elles vont répondre? Eh bien, elles vont se contracter, puisque c'est un corps étranger qui a pénétré dans ces branches-là. Elles vont se démacier, parce qu'il y a une inflammation qui s'est installée. Donc, par la suite, elles vont se remplir de mucus. Et du fait de cette exposition qui va être chronique dans le temps, eh bien, ces branches vont se remodeler. La caractéristique de cette obstruction bronchique, eh bien, elle est réversible soit spontanément si on n'est plus en contact avec ces allergènes ou ces irritants, donc on va dire de façon générale tous les stimuli, ou après la prise d'un traitement. C'est ça la différence avec une BPCO ou l'obstruction bronchique. On va dire elle est peu ou pas réversible carrément. Quand même, c'est une pathologie qui est assez fréquente parce que la dyspnée, les sifflements, c'est des motifs fréquemment retrouvés en consultation, soit en médecine générale, en pneumologie ou carrément aux urgences. Alors, le diagnostic, il peut être purement clinique si on assiste à la crise, mais savoir éliminer les autres pathologies qui sifflent, associé à une EFR. Et bien sûr, la thérapeutique doit être globale. Il ne faut pas être focalisé sur le traitement de l'asthme, mais également des facteurs aggravants et ou favorisants. Et le pronostic peut être bénin si on arrive à bien traiter et à cerner la maladie. Quand même, dans le monde, on compte 235 millions d'asthmatiques, tout âge confondu, selon les dernières statistiques de GIE. Alors, comment va s'installer cet asthme-là? Alors, sur le plan physiopathologique, nous avons 5 étapes essentielles à l'asthme bronchique. La première, c'est lorsqu'il y aura une interaction entre le gène et l'environnement. Donc, on parle d'une rencontre entre la susceptibilité génétique et les facteurs environnementaux. Alors, ce qui va déclencher une infection locale au niveau des branches et qui va engendrer par la suite des modifications structurales. Donc, on aura un polymorphisme génétique qui va essayer de moduler, si on peut dire, les effets environnementaux. Et ces derniers vont modifier l'expression génétique. Donc, ça va et ça vient.
Deuxièmement, on aura une polarisation TH2, c'est-à-dire qu'il y aurait une interaction entre les lymphocytes T naïfs et les cellules qui vont présenter les antigènes. Et ceci va s'effectuer au niveau du ganglion lymphatique, comme vous le voyez sur cette photo. Ensuite, il y aura, on va dire, le rôle du recrutement cellulaire. Et là, on aura une panoplie de cellules qui vont essayer d'agir pour essayer on va dire, de participer à lutter contre ce facteur environnemental. Donc, vous aurez la participation des cellules dendritiques, des mastocytes dont l'activation est corrélée avec la sévérité de l'asthme, des basophiles et surtout des éosinophiles qui vont augmenter la perméabilité. Donc, si on aura la sécrétion d'une part des médiateurs de l'inflammation et des cytokines pro-inflammatoires, ceci va engendrer la tétrade physiopathologique, à savoir la bronchoconstriction, la vasodilatation, l'extravasation et l'œdème qui vont être responsables des symptômes cliniques de la pathologie. Mais on a dit que c'était une maladie chronique. Donc, ces bronches, du fait de cette exposition, on va dire, chronique à ces facteurs environnementaux, va entraîner un remodelage. C'est ce qu'on appelle une modification structurale. Donc, ça va entraîner une hypersécrétion du mucus. Donc, ça va modifier le calibre de la branche en elle-même. Une hyperplasie membranaire basale, une hyperplasie du muscle lisse bronchique, une vasodilatation, un œdème et bien sûr une stimulation des filières. Vous voyez la modification, donc non seulement à la diminuée de diamètre du fait de l'inflammation, mais également de l'épaississement de cette paroi. Et du fait de l'exposition qui devient chronique, nous aurons non seulement une contraction du muscle lisse bronchique, une hypersécrétion du mucus qui va s'ajouter à cet épaississement de la paroi bronchique pour réduire le calibre de la voie bronchique et qui va être responsable par la suite d'une crise d'asthme bronchique. Alors, nous avons plusieurs facteurs déclenchants et ou aggravants. Les premiers et on va dire les plus fréquents, c'est bien les allergènes. Nous avons également les infections, la pollution, qu'il s'agisse d'une pollution domestique ou atmosphérique, certains médicaments qui peuvent être responsables d'une crise d'asthme si on a une hypersensibilité à l'un de ces constituants, certains éléments endocriniens, c'est le cas de l'asthme, on va dire, c'est les crises d'asthme qui surviennent avant avant la période. Donc, elles sont caractérisées par quoi? Du fait de la diminution de la progestérone, ça va entraîner ce qu'on appelle, voilà, j'ai retrouvé mes mots, alors ce qui va engendrer l'asthme prémenstruel. Donc, du fait de la diminution de la progestérone, on aura une diminution une surexposition des muscles lisses bronchiques ainsi que les facteurs hormonaux. Donc, on aura la survenue. Et dès qu'il y a une disparition, on va dire, à distance de ce syndrome prémenstruel, on aura une jeune fille une femme qui est tout à fait normale. Le reflux gastro-œsophagien, alors on va dire dans les deux sens, parce que le reflux gastro-œsophagien est un facteur aggravant de l'asthme et l'asthme constitue également un facteur d'aggravation ou de déclenchement du reflux gastro-œsophagien du fait des régurgitations qui sont répétées au fil des temps. L'air froid et sec, certains patients présentent quand même des crises d'asthme lorsqu'ils sont exposés à un air qui est froid. Et certaines pathologies, notamment la vascularite de Churg-Strauss, elle est caractérisée également par un asthme et d'autres signes avec une atteinte orale. Bon, ça fait beaucoup plus de la spécialité. Alors, je vous ai dit, le diagnostic devient facile si on assiste à la crise, mais savoir éliminer les autres pathologies qui peuvent donner des sifflements. Alors, ou si la description qui a été faite par le patient est suffisamment typique, à savoir une dyspnée aiguë
qui est expiratoire, sifflante et qui va disparaître soit spontanément ou après l'utilisation des bêta-2 mimétiques. Alors, à l'auscultation, vous allez retrouver les râles sibilants. Alors, autrefois, ce qu'on utilisait, c'était le débit expiratoire de pointe et qui pouvait, bon, le patient l'avait sur soi et il pouvait apprécier l'approche d'une crise d'asthme ou une détérioration de sa fonction respiratoire s'il voit que son DEP a diminué. En dehors de l'urgence, là, le problème va se poser, est-ce qu'il s'agit bien d'un asthme bronchique ou d'une autre pathologie? Cependant, il existe certains signes cliniques évocateurs, à savoir l'oppression thoracique, la dyspnée d'effort, la toux qui est sèche, isolée ou productif, des sifflements récidivants, une bronchite à répétition qui est peu sensible aux antibiotiques, donc elle n'est pas d'origine infectieuse, et une intolérance aux variations d'environnement, à l'exercice physique et au rire. Alors, selon le GINA, je vous ai mis l'algorithme qui a été conçu dans ce sens-là. Alors, si vous êtes devant un patient qui présente des symptômes respiratoires, est-ce que ces symptômes-là sont caractéristiques de l'asthme? Si c'est oui, il faut s'acquérir des antécédents de ce patient-là, demander des examens détaillés de l'asthme. Si c'est oui, c'est-à-dire tout ça plaide en faveur de l'asthme. Donc, il faut effectuer une spirométrie, à savoir une mesure du DEP avec un test de réversibilité. Si la chose se confirme, donc, il faut traiter cette asthme. Cependant, si les symptômes que présente le malade ne sont pas caractéristiques de l'asthme, poussez un petit peu l'interrogatoire et demandez d'autres examens et s'acquérir également des antécédents. Si c'est non, donc il faut poursuivre l'interrogatoire dans le sens à la recherche d'autres diagnostics qui peuvent donner des sibilants. Si vous les confirmez, tant mieux. Sinon, vous êtes devant un autre, vous confirmez l'asthme, tant mieux. Sinon, vous êtes devant un autre diagnostic qu'il faudrait étayer par d'autres cliniques. Si à mi-parcours, vous n'arrivez pas à trouver un diagnostic, il faut répéter une autre fois et faire réaliser d'autres examens afin de confirmer le diagnostic de l'asthme et d'envisager éventuellement dans certaines situations un essai thérapeutique du diagnostic le plus probable ou adresser le patient au spécialiste pour un bilan approfondi. Dans tous les cas, vous pouvez même dans l'urgence clinique et autres diagnostics peu probables, aller vers un traitement empirique par une association de corticostéroïdes inhalés et de bêta-2 à courte durée d'action à la demande et voir ou apprécier l'examen de la réponse par un bilan diagnostique dans 1 à 3 mois. Alors, quels sont les autres examens paracliniques que vous pouvez demander? Alors, il faut savoir, lorsque le malade viendra vous voir lors de la première consultation, vous pouvez demander d'autres examens. Mais lorsque le malade, c'est on va dire, un habitué de votre consultation, il ne faudra demander un examen que s'il y a une nécessité de le demander. C'est-à-dire, si vous êtes, le malade vient consulter pour la première fois, vous allez demander une radiographie du thorax. En dehors de la crise, la radio du thorax va être tout à fait normale. Donc, si je vais la demander lors de la première consultation, c'est pour éliminer d'autres diagnostics. C'est pas pour confirmer mon diagnostic d'asthme bronchique. Parce que là, si je suis devant un sujet qui présente un asthme bronchique et en dehors de la crise, la radio, elle est tout à fait normale. Par contre, si le malade vient au cours de la crise, vous allez retrouver une distension thoracique. Également, pratiquez un débit expiratoire de pointe si vous disposez de cet petit appareil et demandez des explorations fonctionnelles respiratoires. Alors, la caractéristique de ces explorations, c'est de retrouver un trouble ventilatoire obstructif. Alors, caractérisé par quoi? Par un volume expiratoire maximal par seconde qui est diminué,
et un rapport de Tifno qui est diminué. Alors jusqu'ici, il peut s'agir d'une BPCO. Mais pour faire la part des choses entre une BPCO, en plus bien sûr de la clinique, fumeur, un hypocratisme digital, c'est-à-dire d'autres éléments qui sont en faveur d'une BPCO, là vous allez apprécier la réversibilité de ce trouble ventilatoire après l'utilisation d'un bêta-2-mémétique à courte durée d'action. Alors, s'il y a une réversibilité d'au moins de 12% du VEMS dans les 5 à 10 minutes qui suivent l'inhalation de ces 2 bouffées de salbutamol, eh bien, il s'agit d'un asthme. S'il n'y a pas de réversibilité ou si elle est moins de 12%, on parle d'une BPCO. Alors, pour les tests cutanés, ils ne font pas partie des examens paracliniques qu'il faudrait demander chez un sujet asthmatique, si ce n'est qu'on suspecte un asthme allergique. Alors, lorsqu'on demande au patient, le malade vient à notre consultation et qu'on demande une exploration fonctionnelle respiratoire, alors on lui demande de respirer tout doucement, puis de faire une inspiration forcée et une expiration forcée. Alors, ça, ce que vous voyez en vert, c'est le volume courant dans le poumon. On lui a demandé de faire une inspiration forcée. Donc, il s'agit du volume de réserve inspiratoire. On lui a demandé de faire une expiration forcée, c'est le volume de réserve expiratoire. Et il y a une petite quantité d'air résiduel qui va rester dans les poumons et elle ne va pas être expirée totalement. C'est ce qu'on appelle le volume résiduel. Alors, si on fait la somme du volume de réserve inspiratoire, du volume courant et du volume de réserve expiratoire, on parle d'une capacité vitale. Et si on ajoute à cette capacité vitale le volume résiduel qui est resté dans le poumon, on parle d'une capacité pulmonaire totale. Et là, nous devons disposer d'une autre exploration fonctionnelle, à savoir la plethysmographie. Alors, lorsque vous êtes devant un sujet qui est tout anormal, alors vous allez lui demander de faire une inspiration, puis de faire une expiration. Et c'est ces courbes-là que vous allez retrouver chez un sujet qui présente. Alors, vous avez le débit expiratoire de pointe, c'est le débit total. Vous avez la capacité vitale forcée en bas de la courbe. Et vous avez en bas le volume maximal expiratoire par seconde. Alors, chez un sujet sain, c'est ce que vous voyez comme courbe bleue. Par contre, chez un sujet asthmatique, vous voyez l'amputation de la courbe aussi bien que la courbe volume-temps qui est diminuée. Alors, le sujet normal, c'est en bleu. Le sujet asthmatique, c'est ce que vous voyez en haut. Donc, chez un sujet asthmatique, vous allez avoir un débit expiratoire de pointe qui sera diminué et un volume expiratoire maximal par seconde, c'est-à-dire le VMS. Ça, c'est vous pouvez voir les courbes. Sinon, vous pouvez utiliser les chiffres. À savoir, alors quand on a dit que l'asthme était caractérisé par un trouble ventilatoire obstructif, alors qui dit TVO dit rapport de Tifno qui est inférieur à 70. Alors si on voit sur ces chiffres-là, notre rapport de Tifno, il est à 69. Donc il s'agit d'un trouble ventilatoire obstructif. Est-ce qu'il s'agit d'un sujet qui est asthmatique ou d'un sujet qui présente une BPCO? Là, je vais voir mon VMS. Mon VMS, il est à 59. Donc, ça, c'est le chiffre qui est avant bronchodilatation. On lui donne 2 bouffées de bronchodilatateur. On va attendre 15 à 20 minutes et on va refaire notre exploration, notre spirométrie. Donc, il est passé de 59 à 87. Donc, nous avons une réversibilité de l'ordre de 48%. Donc, c'est supérieur à 12%. Il s'agit d'un asthme bronchique. J'ai dit au départ, si on n'assiste pas à la crise ou si on assiste et que le malade présente des sibilants et c'est la première fois qu'il vient vous voir, est-ce qu'il s'agit d'un asthme? Est-ce qu'il s'agit du BPCO? Est-ce qu'il s'agit d'autres pathologies? Donc, il faudrait demander d'autres examens. Alors, quelles sont les pathologies qui peuvent donner des sibilants ou des sifflements? Vous avez
l'insuffisance cardiaque gauche, donc il suffira de demander une radio du thorax, des antécédents du patient, cardiomégalie, alors un suivi chez un cardiologue éventuellement, une BPCO, sujet fumeur, hypocratisme digital, la dissension thoracique, l'horizontalisation des côtes, la présence d'un emphysème lobulaire. Il peut s'agir également d'une obstruction mécanique, donc toute obstruction peut être responsable de sifflement, soit cette obstruction est secondaire à un corps étranger, à des tumeurs, à des adénopathies compressives, à une sténose trachéale ou tout simplement post-intubation, post-trachéotomie. D'autres pathologies également peuvent donner des sibilants ou des sifflements, telles que la dilatation des bronches, les pathologies des cordes vocales, et après avoir épuisé tous les examens paracliniques afin de confirmer tel ou tel diagnostic et que ces examens reviennent négatifs, on peut parler de dyspnée psychogène. Alors, comment le diagnostic positif va se faire de l'asthme bronchique? En se basant sur l'anamnèse, sur l'examen clinique et sur le débit de pointe. Alors, autrefois, la classification de l'asthme se faisait par degré de sévérité. Alors, on parlait d'un asthme intermittent, d'un asthme persistant léger, modéré persistant ou persistant sévère. Et on se basait sur une clinique, à savoir diurne et nocturne, sur l'appréciation du DEP ou du VMS et est-ce qu'il y avait une variabilité de ces deux derniers. Actuellement, et depuis 2014, on parle beaucoup plus non pas de sévérité de l'asthme, mais de contrôle de l'asthme. Est-ce que mon asthme est bien contrôlé, partiellement contrôlé ou non contrôlé? Donc, déjà, on a diminué le nombre de questions. Donc, on est arrivé à 4. Est-ce que le malade présente des symptômes journaliers supérieurs à 2 fois par semaine? Est-ce qu'il présente des limitations des activités? Est-ce que le sujet se plaint d'un réveil au moins un nocturne? Et est-ce qu'il y a une nécessité de recours à une bronchodilatation de courte durée d'action? Alors, si la réponse est négative pour ces 4 questions, donc on est devant un asthme contrôlé. Si on a une réponse pour une ou 2 questions, donc on est devant un asthme partiellement contrôlé. Si on a 3 et 4, donc on parle d'un asthme non. Et en fonction de ce contrôle, on pourra traiter notre patient. Cependant, il n'y a pas que l'asthme proprement dit. Il y a des aspects cliniques, à savoir les crises d'asthme, l'exacerbation et l'asthme aigu grave. D'abord, c'est quoi une crise d'asthme? Alors, c'est une crise, c'est un accès paroxystique, c'est-à-dire le malade, il était tout à fait normal et subitement, présence de symptômes sur une durée brève, c'est-à-dire moins de 24 heures, il commence à avoir des signes tels que des sibilants, une dyspnée expiratoire et d'installation brutale. Et là, selon certains critères, on pourra classer notre crise d'asthme en légère, en modérée et en sévère. Et on peut aller jusqu'à l'arrêt respiratoire imminent. Donc, il suffira de répondre à quelques questions, à savoir les difficultés respiratoires, l'expression orale et la vigilance, apprécier la fréquence respiratoire du patient, est-ce qu'il présente des contractions des muscles accessoires et un tirage susternal, présence ou non de sibilants, la fréquence cardiaque, le DEP, voire une gazométrie en appréciant la pression partielle en oxygène et la pression partielle en CO2 et la saturation du patient. Deuxièmement, c'est l'exacerbation. Alors, on a dit la crise d'asthme, c'était la détérioration brutale de moins de 24 heures. Les exacerbations sont définies par quoi? Par le recours inopiné aux soins. C'est-à-dire, c'est le malade qui vient chaque jour ou bien il prend son traitement de façon anarchique et plusieurs fois par jour. Il présente des symptômes de brève durée nécessitant des prises répétées de bronchodilatateurs mais sans efficacité. La durée des symptômes dans la crise d'asthme, c'était moins de 1 jour. Pour l'exacerbation, c'est sur 1 à 2 jours. Le malade n'arrive pas à revenir à l'état de base
et nécessite carrément un changement de traitement par une cure de courte durée de corticostéroïdes par voie générale. Alors, ces exacerbations surviennent en général dans un contexte où il y a absence d'adhérence ou d'adhérence insuffisante à un traitement de fond anti-inflammatoire, ou bien en réponse à un agent extérieur, c'est-à-dire il y a une infection virale des voies aériennes, il y a une surexposition allergique et pollution. Elle est caractérisée ou s'accompagne d'une majoration progressive de l'obstruction bronchique qui est caractérisée par une diminution du VMS et du DEP. Elles sont de gravité variable, parce qu'il y a les exacerbations légères, modérées et sévères, et peuvent survenir chez un patient avec un asthme léger bien contrôlé. Donc, vous avez des critères de sévérité des exacerbations, ce qu'on appelle les signes de lutte, et c'est les signes initiaux, et vous avez les signes terminaux, c'est les signes de défaillance. Alors, pour les signes de lutte, c'est un sujet qui parle avec des phrases. Il préfère la position assise qu'allongée. Cependant, il reste non agité, contrairement lorsqu'on arrive au signe de défaillance où le patient est agité. Il y a une augmentation de la fréquence respiratoire, mais ne dépassant pas les 30, sinon on parle de signes terminaux. La fréquence cardiaque est supérieure à 100 par minute, mais elle arrive à 120 si on est au stade terminal. La saturation est inférieure à 95% en air ambiant, mais quand même elle descend au-delà de 90% lorsqu'il y a des signes de défaillance. Et le DEP est supérieur à 50% si on est au stade initiaux. Sinon, on passe à un DEP inférieur à 50 avec un silence auscultatoire, une respiration paradoxale, voire même des troubles de la conscience, une bradycardie et un collapsus. Troisième aspect clinique, c'est l'asthme aigu grave. Alors déjà, dès lors, le pronostic vital est mis en jeu. Il correspond soit à deux situations, soit qu'il s'agit d'un état de mal asthmatique déjà installé, ou bien il s'agit d'une crise d'asthme modérée à sévère et qui, malgré le traitement, ne cesse de s'aggraver. Donc, on parle d'un asthme aigu grave. Nous arrivons au traitement. Alors, les objectifs du traitement, bien sûr, c'est d'obtenir une EFR qui se rapproche de la normale, pas normale, bien sûr, de pratiquer une activité sportive, de prévenir les exacerbations, prévenir la mortalité et surtout d'éviter les effets secondaires du traitement et notamment l'utilisation des corticoïdes. Les médicaments de l'asthme, nous disposons de 4 armes thérapeutiques. Nous avons les bronchodilatateurs, nous avons les bêta-2-mimétiques à courte durée d'action et à longue durée d'action, les anticholinergiques et la théophiline. Deuxième arme thérapeutique, c'est les anti-inflammatoires, à savoir les corticostéroïdes inhalés et oraux, les antileucotriènes et les anti-IgE. Tout d'abord, les bronchodilatateurs. Alors, nous allons parler des bêta-2-mimétiques à courte durée d'action, donc avec une durée de 4 à 6 heures. Alors, plusieurs formes, les aérosols doseurs, le système d'inhalation de poudre, préparation pour nébulisation, mais il existe également ceux à longue durée d'action qui agissent quand même sur 12 heures. C'est le cas du salmétérol et du formoterol. Quant aux anti-inflammatoires bronchiques, nous avons les corticostéroïdes inhalés, tels que le beclamétasone, bidonoside et la fluticasone, qui constituent vraiment le traitement de référence de l'asthme persistant. Et nous avons les corticostéroïdes systémiques avec un délai d'action qui est de 4 heures. Alors, il faut distinguer sur le plan traitement médical, le traitement de la crise et le traitement de fond. Tout d'abord, le traitement de la crise. Après avoir évalué cette crise-là par la recherche des facteurs de risque, notamment les antécédents du patient, sur le plan clinique, le DEP et la saturation en oxygène, si on est devant une crise d'asthme légère, là on va donner où le malade pourra commencer les bêta-2-mimétiques chez lui,
2 à 8 bouffées. C'est pour ça qu'on insiste sur l'éducation du patient asthmatique. Lorsqu'on lui donnera l'ordonnance, on lui dira, voilà, vous avez un traitement d'urgence que vous pouvez commencer chez vous. S'il n'y a pas de bonne réponse, au bout d'une demi-heure, d'une heure, là, vous pouvez consulter dans un centre le plus proche de vous. Donc, si on est devant une crise d'asthme légère, on a parlé de 2 à 8 bouffées de bêta-2-mémétique. Si on dispose d'une chambre d'inhalation, ça serait mieux. Et réévaluer cette crise au bout d'une heure. Soit qu'il y a disparition, tant mieux. Soit on pourra passer à une crise d'asthme modérée. Là, on va passer à de fortes doses de bêta-2-mémétique par chambre d'inhalation de préférence, avec un nombre qui doit être supérieur ou égal à 3 en une heure. On peut associer une corticothérapie orale. Réévaluation après une heure. S'il y a une bonne évolution, tant mieux. Sinon, on est devant une crise d'asthme sévère. Et là, on a insisté sur le fait de commencer le traitement à domicile avec de fortes doses de bêta-2-mémétique. Là, le malade doit bénéficier d'un transport médicalisé et une hospitalisation. Le malade doit être mis sous oxygénothérapie en fonction de la saturation en oxygène. Ici, on dispose du gazométrie. Bêta-2-mémétique en nébulisation, 5 mg toutes les 20 minutes, avec un nombre qui peut être supérieur ou égal à 3, ou en continu, associé si le malade est conscient à une corticothérapie orale ou bien en intraveineux. Quant au traitement de fond, alors on dispose d'un traitement non médicamenteux, à savoir un encouragement systématique à une activité physique régulière, bien sûr contre-indication à la plongée sous-marine, parce qu'il y a une diminution de la pression en oxygène, et associé à ces traitements non médicamenteux, des traitements des facteurs favorisants. Donc il ne faut pas traiter l'asthme seul, mais les facteurs qui ont pu le faire aggraver ou le décompenser, à savoir la rhinite, les allergies, le sevrage tabagique, le reflux gastro-œsophagien et la prise en charge des autres comorbidités, notamment l'obésité, le stress, l'anxiété, les comorbidités cardiovasculaires, le syndrome d'apnée du sommeil et des comorbidités qui peuvent être liées à une corticothérapie systémique, notamment l'ostéoporose. Traitement également d'autres facteurs tels que la prévention des infections respiratoires par une vaccination antigrippale chez tous les asthmatiques et antipneumococcique en cas d'insuffisance respiratoire chronique ou d'asthme sévère, et insister sur l'éducation du asthmatique. Qu'en est-il du suivi? Alors, il faut savoir que la planification du suivi clinique et fonctionnel comporte un suivi périodique dont le rythme est adapté en fonction de la sévérité de notre asthmatique, au minimum une fois par an, mais plus préférable, de façon préférable, il est préférable d'avoir plusieurs consultations. Une consultation 3 mois après chaque modification de traitement, un suivi mensuel pendant la grossesse et la planification d'éducation thérapeutique. Alors, que comporte ce suivi périodique? Une évaluation du contrôle de l'asthme, une évaluation de la fonction respiratoire, une réévaluation du traitement, vérifier l'observance du traitement, notamment de la technique de prise des dispositifs d'inhalation, et rechercher d'éventuels effets secondaires. Les médicaments à proscrire, c'est bien sûr les bêta-bloquants parce qu'ils entraînent une vasoconstriction, les mucolytiques et les antitussifs. Là, tout, c'est un processus qui est tout à fait normal, donc il faudrait le respecter. Les INS, notamment à l'aspirine, que certains sujets peuvent présenter à ce produit-là une allergie, et là on va rentrer dans un syndrome qui est caractérisé par une polypose naso-sinusienne, par une allergie à l'aspirine, par l'asthme, qu'on appelle le syndrome si je me souviens, je vais vous dire. Et bien sûr les sédatifs parce qu'ils entraînent une dépression des centres respiratoires.
Alors, selon le GINA, une fois que vous avez classé votre malade, vous allez le traiter en fonction par niveau. Et vous pouvez aller, c'est-à-dire si vous avez votre maladie qu'il répond bien, on peut dégraisser. Et si on n'arrive pas à obtenir un contrôle optimal, là, on pourra aller vers le niveau 3, 4 ou plus. Alors, je me souviens, c'est le syndrome de Vidal, c'est-à-dire il associe une polypose naso-sinusienne, il associe l'asthme et l'allergie à l'aspirine. Donc, on revient au traitement. Donc, on va passer d'un niveau à un autre. Alors, quel que soit le niveau, il faut savoir qu'il faut donner un bêta-2-mimétique à courte durée d'action que le malade pourra prendre s'il présente des signes d'une crise d'asthme. Et pour les autres cas, c'est en fonction de chaque niveau. C'est-à-dire, on passe d'une faible dose de corticostéroïdes inhalés seul. Parfois, on peut associer des antagonistes des récepteurs de leucotriène et on va en crescendo ou décrescendo. Alors, depuis le GINA 2017, il y a de nombreuses modifications. Il y a même le GINA 2019, mais je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas assez de recul. Quant à l'utilisation des corticostéroïdes de moyenne, on va dire à dose modérée dès le niveau 1, comme on n'a pas assez de recul, donc je ne vais pas vous montrer quelques diapos, on va se focaliser sur le GINA 2017 qui a été, on va dire, utilisé. Alors, pour le GINA 2017, dès le niveau 3, on pouvait utiliser une faible dose de corticostéroïdes inhalés associée à un antagoniste des récepteurs des leucotriènes ou de la théophiline. Dès le niveau 4, les autres options, on pouvait utiliser le tiotropium seul ou une forte dose de CCI associée à un antagoniste des récepteurs de leucotriène. Et dès le niveau 5, on pouvait utiliser, s'il n'y avait pas une bonne réponse aux anti-IgE dont on ne dispose pas en Algérie, soit le tiotropium ou bien les anti-interleukines 5. Alors là, c'est le GINA 2019. Je vous montre seulement la photo. Et vous voyez, dès le niveau 1, ils utilisent les corticostéroïdes inhalés associés parfois à des bêta-2-mimétiques à longue durée d'action. Alors, les autres mesures thérapeutiques, c'est bien sûr l'éviction des facteurs déclenchants. Si par exemple, le sujet présente une crise, s'il est exposé ou s'il vit avec des chats et chiens, donc il faudrait éviter ces facteurs déclenchants. S'il présente une crise en prenant certaines médications, donc il faudrait qu'il les arrête. Quant à l'immunothérapie spécifique, eh bien, elle reste efficace lorsqu'il existe une allergie aux acariens et au pollen. Mais là, j'insiste pour cette immunothérapie, c'est qu'elle est donnée si on présente une allergie à un, voire deux allergènes, mais pas plus. Parce que si on a plus de deux allergènes, donc ça ne va pas être efficace. Donc, elle trouve son indication devant l'asthme allergique. S'il y a une monosensibilisation, si on arrive à contrôler l'environnement, mais c'est très difficile, si on n'arrive pas à avoir un contrôle suffisant par les corticoïdes, bien sûr c'est un traitement lent, il s'étale sur 3 à 5 ans et l'évaluation va se faire après 12 mois pour les acariens et 24 mois pour les... J'insiste sur l'éducation des patients, donc il faudrait une meilleure connaissance de sa maladie. Il faut qu'il sache quels sont les facteurs favorisants et qui peuvent aggraver sa maladie. Il faudrait insister et à chaque consultation, une meilleure utilisation et observance de son traitement. Et cette éducation doit être à chaque consultation.